C'est réparti pour le président guinéen Alpha Condé pour un second mandat de 5 ans à la tête de son pays. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence de plus de 10 chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Nos envoyés spéciaux Amadou Sankare, Abdoul Salam Bambara nous en diront plus dans ce journal. Bamako abrite depuis ce matin la 55e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Abdelkarim Konaté, accueille pour l'occasion ses homologues de 17 pays présents à cette session qui va évaluer le bilan des activités de l'institution durant l'année 2015. Autre bilan sur la table, celui des routes. C'est à la faveur de la réunion annuelle sur les routes. Il a un ressort pour plus de 14 000 km de routes et pistes ont été entretenues au cours de l'année 2015. Focus Santé nous amène ce soir dans la région de Mopti à la découverte des services de l'hôpital régional Sominé Dolo, une structure conçue pour les patients des localités de Gao, Tombouctou et Kidala. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Le président de la République vient de regagner Bamako en provenance de Conakry, où il vient de prendre part à l'investiture de son homologue Alpha Condé. Il est réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Le chef de l'État, comme vous le voyez sur ces images, à sa descente d'avion, a été accueilli par le Premier ministre Modibo Keïta, les présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. C'était tout à l'heure à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le président qui revient de la Guinée-Conakry. Et nous vous proposons d'écouter ces impressions recueillies par Ibrahima Traoré tout juste à son arrivée, toujours à l'aéroport international. Juste des sentiments de reconnaissance. De reconnaissance à l'endroit du peuple guinéen, du président Alpha Condé. L'accueil levé chez l'État du Mali a toujours une saveur particulière à Conakry. Tant les deux peuples sont en fusion, les liens historiques, géographiques, anthropologiques sont le fondement de ces relations. Donc nous avons toujours un accueil très particulier quand nous en avons en Guinée, quand nous arrivons à Conakry, dans les rues, dans des cérémonies. Il est évident que ce peuple vibre vraiment à l'unisson du peuple du Mali. Donc il y a un sentiment de reconnaissance pour l'accueil fabuleux et l'invitation à nous adresser à participer à cette seconde investiture d'un président ami, d'un camarade, dont la lutte est connue par tous les combattants africains, qui était saluée par la Cour constitutionnelle de Guinée, en des termes très chaleureux. Et donc, vraiment, c'est juste cela que je voudrais témoigner ici aujourd'hui, à mon nom personnel et en celui de ma délégation, tous les égards, toutes les considérations qui nous ont été réservées en foulant le sol de ce pays ami. Merci beaucoup à la Guinée, merci au président Condé et très bon second mandat. Et nous allons bien sûr partir en Guinée-Conakry au cours de ce journal où le président Alpha Condé a prêté serment ce matin pour un second mandat de 5 ans à la tête de son pays. Ça sera au cours de ce journal avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankare et Abdoul Salam Bambara. Bamako abrite depuis ce matin la 55e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. 17 pays membres sont représentés en majorité par leur ministre de l'Industrie. À cette rencontre d'envergure, les participants ont pour mission d'évaluer le bilan des activités de l'institution durant l'année 2015 et de dégager des perspectives. Les explications, c'est avec Salimata Ndao.
Chargé de protéger de manière uniforme les droits de propriété intellectuelle sur le territoire de ces États, notamment par la délivrance de titres de protection des droits de propriété industrielle, l'OAPI fait de façon régulière le bilan de ses activités pour mieux se lancer dans ces entreprises. Tous les États membres ont répondu présent à cette rencontre de Bamako. L'OAPI vient de signer, en avril dernier, une convention de partenariat avec le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, dont la mise en œuvre à travers un plan d'action à élaborer commencera à bref délai. Sans oublier qu'une résolution du Conseil d'administration de l'OAPI réduit de 50% le montant des taxes de dépôt de brevets émanant des institutions dont je viens de parler. La direction générale, depuis un bon moment, a fait de l'informatisation complète de tout notre système une priorité, ce qui améliore encore davantage la qualité des services rendus aux usagers. Créée en 1962, l'OAPI a parcouru du chemin pour inciter les entreprises africaines à s'intéresser à la sauvegarde de leur propriété intellectuelle. De nos jours, il y a de l'engouement dans plusieurs pays. Depuis quelques années, le Nigeria s'intéresse de plus en plus à la question de la propriété intellectuelle parce que nous avons organisé plusieurs concours en ce qui concerne la recherche, en ce qui concerne la créativité, en ce qui concerne l'invention. Et cela a amené les Nigériens à s'intéresser beaucoup à ce domaine. Nous avons une structure, l'OIPI, Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Nous avons des mécanismes pour aider les chercheurs à pouvoir donc faire leur brevet. Et nous organisons aussi certaines activités au niveau de tout ce qui est indication géographique, au niveau de marques, pour pouvoir justement prendre en compte donc toute cette dimension qui donne de la valeur ajoutée aux activités économiques. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, le savoir et l'innovation sont des vecteurs importants pour la croissance économique. Face aux défis du développement, nos États doivent continuer de saisir les opportunités pour exploiter la propriété intellectuelle et promouvoir l'innovation afin d'asseoir une croissance rapide, durable et inclusive. Une croissance réductrice de la pauvreté est fondée sur une plus grande productivité et la compétitivité de nos économies. Une croissance tournée vers l'émergence. Le ministre Konaté n'a pas manqué de montrer sa satisfaction quant à la présence d'une douzaine de ministres, toute chose qui réconforte le peuple malien après l'attentat terroriste qui a touché l'hôtel Radisson Blu le 20 novembre dernier. Parlons à présent de cette cérémonie de prestation de serment du président guinéen ce matin. Dans son discours, Alpha Condé a appelé tous les Guinéens à l'accompagner pour la mise en œuvre de son programme. Il s'agit entre autres du renforcement du secteur de l'agriculture, le développement des infrastructures, sans oublier l'emploi des jeunes et l'insertion économique des femmes. La cérémonie s'est déroulée en présence de plus de 10 chefs d'État et de gouvernement, dont notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nos envoyés spéciaux sont Amadou Sankaré et Abdul Salam Bambara. C'est au cours d'une audience solennelle de la Cour constitutionnelle que le président Alpha Condé a prêté serment. Devant la Cour, le président réélu de la Guinée s'est engagé à respecter et à faire respecter la Constitution. Il a également juré de mettre tout en œuvre pour assurer l'intégrité territoriale de son pays. Pour les 5 ans à venir, le président Condé s'engage à faire de la Guinée un pays émergent en s'attaquant au chômage, à la pauvreté. La valorisation des capitales humains, premier axe de son programme quinquennal, véhicule une philosophie qui va de la promotion de l'agriculture et du développement rural à la gestion durable de l'environnement pour la sécurité alimentaire. Dans ce programme, les femmes et les jeunes ne sont pas oubliés avec le renforcement de leurs capacités à s'intégrer dans le marché du travail et à participer activement à l'élaboration des stratégies et politiques de lutte contre la pauvreté. En réalisant la base système, vous prenez avec moi un engagement nouveau et fort pour traduire dans les actes nos devoirs, à savoir travail, justice et solidarité. Je vous promets de consacrer toute mon énergie à préserver l'indépendance de la Guinée, sa souveraineté chèrement acquise, son unité nationale et son rayonnement dans le monde.
Mes chers compatriotes, l'essentiel de nos actions vise à atteindre nos objectifs qui demeurent la construction d'un pays uni, fort, libre et fraternel. Un pays tourné vers la prise en compte des aspirations de nos populations, par une gouvernance soucieuse d'offrir aux uns et aux autres une vie meilleure et à travers une politique de développement marquée du sceau de la lutte contre la pauvreté, de la mise en place d'une politique d'éducation et de santé menant à l'épanouissement de nos populations. Parlant de l'avenir, ma pensée va d'abord à la jeunesse et aux femmes, et constitue le socle de notre sol économique et social. La jeunesse et les femmes sont les actrices majeures de la renaissance de la nation guinéenne. Les infrastructures occupent également une place de choix dans son programme, puisqu'au cours du mandat, le président Alpha Condé entend développer beaucoup de structures. La Guinée change avec le renforcement des vérités politiques, une cohésion sociale qui se traduit par un dialogue permanent avec les partis politiques et la société civile, afin de gérer ensemble les défis qui se posent à notre République. Nous rêvons d'une société prospère pour tous. Il s'agit de relever les défis du développement dans une société de projet qui offrirait des emplois aux jeunes, faciliterait l'autonomisation des femmes et rendrait plus attractif notre pays dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, plus de détails de cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Fin de faire le bilan des réalisations de l'année 2015 par rapport à nos routes. L'exercice se fait à la faveur de la réunion annuelle sur les routes qui a débuté ce matin à Bamako. Il en ressort que plus de 14 000 km de routes et pistes ont été entretenues au cours de l'année 2015. Daouda Sidiki Dia. Les réunions annuelles sur les routes demeurent les cadres de concertation des agents des différents services du ministère de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement. C'est là pour faire le bilan des réalisations de l'année qui s'achève. Elles permettent également de programmer les actions futures. Dans ce bilan, je vous invite à relever les insuffisances. Toutes les insuffisances sans complaisance et à proposer des solutions réalistes permettant d'avancer avec efficacité et résultat à l'effet de satisfaire les attentes des populations. La route est un moteur du développement et d'intégration. Selon le ministre, c'est dans ce cadre que beaucoup d'infrastructures de transport ont été réalisées ces dernières années. Entre autres, l'achèvement des travaux de construction et de bitumage des routes Maïna-Baflabé, Bamako-Ségou, avenue de l'an 2000 à Ségou. Aussi, dira-t-il, 14 000 km de routes bitumées et des pistes ont été entretenues dans toutes les régions du Mali et les districts de Bamako. Cette année, dans le cadre de la préparation de nos programmes, nous devons mettre beaucoup plus aussi de l'accent sur l'accès aux centres de soins. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart de nos grands centres de soins, pour y accéder, on prend beaucoup plus de poussière et encore on augmente les maladies avant d'accéder. L'année 2016 sera marquée essentiellement par la poursuite et l'achèvement des travaux démarrés en 2015. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale occupe une place de choix dans les calendriers. Pour ce faire, il sera organisé avec le concours de la BAD en tant que chef de file, courant premier trimestre 2016, une concertation sectorielle sur les transports en rapport avec les partenaires techniques et financiers. Parmi les projets qui seront soumis à cette concertation figurent entre autres les projets de construction habituellement des routes Sévaré-Gao, Bourem-Anefis-Kidal, frontière Algérie, Gao-Bourem-Taoussa, Douanza-Tombouctou et Ansongo-Menaka-Andraboukan. Le secteur des transports a positivement évolué ces dernières années. Nous en convenons tous. Des améliorations ont été enregistrées. Les réformes en cours pour assurer la transparence dans le choix des priorités et la mise en œuvre des projets, le développement du corridor transfrontalier afin de répondre à la demande croissante en matière d'échanges commerciaux et d'intégration. Le combat pour un meilleur service routier doit être mené conjointement par toutes les parties prenantes. Le gouvernement a confié un rôle important au secteur privé dans ces domaines.
fin des travaux de la Semaine nationale sur la corruption. Plusieurs conférences débats ont marqué la semaine dont le thème était la corruption, un frein au développement. Le ministre en charge de la justice a réitéré l'engagement de sa structure à combattre le phénomène. Le compte-rendu de Adali Ag Aguissa. Cette semaine a été une occasion pour informer le public, les professionnels de la justice sur les causes et les conséquences de la corruption. Parmi les activités retenues pour meubler la semaine, figuraient des conférences débats axées sur des thématiques d'actualité. Certes, la semaine est terminée, mais la lutte contre la corruption continue. Et elle sera poursuivie avec une détermination sans cesse croissante, aussi longtemps que perdurera le phénomène. Dans la conférence inaugurale, les principales actions menées au Mali pour concrétiser la lutte contre la corruption ont été présentées et commentées. La deuxième conférence a mis en exergue les impacts destructeurs du phénomène sur la croissance économique, le développement social et la compétitivité des acteurs de l'économie. Enfin, dans la troisième conférence, les instruments juridiques internationaux consacrés à la lutte contre la corruption ont été analysés au triple plan mondial, africain et ouest-africain. Elle a démontré que si ces instruments relatifs à la lutte contre la corruption sont entièrement mis en œuvre, ils permettront d'obtenir des résultats concrets. Madame Sanogo a saisi cette opportunité pour réitérer l'engagement de son département à lutter contre la corruption. Elle dira que l'action de la justice sera améliorée par la multiplication des missions de l'inspection des services judiciaires. Et nous avons su communiquer. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que dans le cadre de la session budgétaire en cours, une séance plénière se tiendra demain mardi 15 décembre 2015 et jours suivants s'il y a lieu. À l'ordre du jour, adoption du procès verbal de la séance plénière du jeudi 18 juin 2015. Question orale de l'honorable Yaya Sangaré, élu Yaya Folila, adressée au ministre des Sports. Question d'actualité. Le Hajj 2015. La problématique foncière au Mali. Délibération sur des projets, propositions de loi et des communications. Les travaux débuteront à partir de 10h précises dans la salle Awa Keita. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Nous allons rester avec le président de l'Assemblée nationale et une délégation, justement une délégation malienne conduite par Issaka Sidibé a assisté aux obsèques de Mathieu Kérékou, cité au Bénin. Le général feu Mathieu Kérékou, ancien président du Bénin, a dirigé le pays durant 27 ans. Les détails avec Moussa Fane. 2 mois après son décès, les cérémonies funéraires de Mathieu Kérékou, l'ancien président du Bénin, ont eu lieu du 10 au 12 décembre 2015. Des hommages nationaux ont été rendus au président Mathieu Kérékou au stade de l'amitié par toutes les couches sociales béninoises. Les représentants des pays amis du Bénin y étaient également pour exprimer leur solidarité au peuple et au gouvernement béninois. Pour sa part, le Mali était représenté à cette cérémonie funèbre par le président de l'Assemblée nationale Issaka Sidibé. Le général fait Mathieu Kérékou, ancien président du Bénin, a dirigé le Bénin durant 27 ans. Il est considéré surtout comme le père de la conférence nationale des forces vives de la nation qui a propulsé le Bénin dans le régime démocratique. Plusieurs pays se sont également inspirés de cette expérience pour organiser leur conférence nationale. Mathieu Kérékou repose désormais à Natintengu, ville située dans le nord-ouest du pays, plus précisément dans le département de Atankora-Donga. Sur un tout autre plan, les journalistes planchent sur la mise en œuvre de l'accord de paix. Objectif, faire prévaloir la culture de la non-violence à travers les écrits et les émissions de radio-télévision. L'initiative est du Centre de dialogue humanitaire Alpha Maïga. Nous en parle. On les regarde, on les lit, on les écoute sur la crise qui a fait des victimes au Mali. Il s'agit des hommes de médias. Un débat sur l'accord pour la paix est ouvert à leur intention. C'est eux qui constituent le vecteur d'information et de transmission du contenu de l'accord et de toutes les informations de façon générale. Et à cet égard, ils ont un rôle majeur à jouer. Et la presse est essentielle comme vecteur de transmission
comme vecteur de dissémination de l'information et spécifiquement du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation. Outre les questions politiques et institutionnelles, celles de défense et de sécurité, avec les hommes des médias, on évoquera la réconciliation, les questions humanitaires et bien entendu le développement socio-économique et culturel. Autre aspect, les recommandations d'Annefis. Ce qui est contenu dans l'accord, c'est ça le sujet essentiel. Et évidemment, le contenu d'Annefis, c'était une réunion intercommunautaire qui a permis de faire la paix entre les différentes communautés. Donc tout ce qui contribue ou s'inscrit dans le cadre de la paix et de la sécurité dans notre pays constitue les bienvenus en termes de sujets à discuter avec les hommes des médias. Le Centre HD travaille depuis près de 4 ans au Mali, en accompagnant toutes les parties au processus de paix en vue de le faciliter, ce processus. Il nous faut rendre hommage ici à l'ambassade du Danemark au Mali qui nous permet de faire ce travail en toute flexibilité et en toute confiance. Je voudrais renouveler notre disponibilité et notre engagement à accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix. En tout cas, un journaliste, un animateur bien formé et apte à véhiculer la bonne information pour que la population ait un comportement de paix. Toujours en parlant de l'accord de paix, le mouvement des cadres et responsables chrétiens ambitionne de leur côté d'amener les responsables religieux chrétiens à faire des recommandations et suggestions pour le suivi de la mise en œuvre du dit accord de paix. La correspondance de Honoré Tchémou. Ces forums visent à contribuer à l'appropriation de l'accord pour la paix et réconciliation au Mali par les responsables religieux chrétiens afin de recueillir leurs recommandations et suggestions potentielles pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord. En tant que fidèles chrétiens, nous affirmons notre vocation d'être celle de la terre et lumière du monde, selon l'Évangile. C'est pourquoi nos actions et toutes nos bonnes intentions s'adressent à tous sans exclusive. Le contenu de l'accord de paix vulgarisé au cours de ce forum a permis une meilleure compréhension par les communautés chrétiennes de Ségou, contenu qui permettra sans nul doute l'amélioration du système de gouvernance locale et nationale pour la relance du développement dans les pays, particulièrement dans les régions du Nord. C'est le lieu, monsieur le ministre, d'exprimer à vous et au peuple malien toute la détermination et tout l'engagement de la communauté chrétienne à vos côtés pour soutenir et accompagner toutes les actions qui concourent à la paix et à la réconciliation. Je suis particulièrement heureux du fait que cette initiative vient d'une institution religieuse, je veux parler de l'Église catholique, qui de tout temps s'est impliquée de manière inlassable auprès des autorités maliennes pour promouvoir la culture de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Le forum est organisé par le mouvement des cadres et responsables chrétiens MCRC avec le soutien de la MINUSMA. Fin de la tournée nord-américaine du ministre en charge des Maliens de l'extérieur. Lors des échanges avec la diaspora malienne d'Atlanta, beaucoup de projets ont été exposés, tels que celui portant sur la construction d'un centre de formation en bijouterie moderne, un autre pour la création d'un centre d'appui logistique à la police et à la gendarmerie nationale ou un centre professionnel de coiffure, entre autres. Salif Sanogo nous en parle. Il est l'un des doyens de la communauté malienne d'Atlanta. Artiste peintre de son état, Mamadou Diakité ne ferme jamais ses portes à la communauté malienne de l'état de Géorgie. À l'image de ses tableaux, il contribue à donner les couleurs aux Maliens d'Atlanta. Il manie aussi bien ses doigts que ses méninges pour concevoir des créations magnifiques. Bijoutier de son état, Doudou fait aujourd'hui la fierté des Maliens d'Atlanta à travers des bijoux mariant modernité et tradition. Madina Diarra sait aussi utiliser ses doigts avec dextérité. Propriétaire d'un salon de coiffure, elle demeure aujourd'hui l'une des figures de proue de la communauté malienne. À eux trois, ils représentent le visage d'une diaspora soudée et solidaire, des Maliens d'Atlanta qui entendent apporter leur expérience au service du Mali à travers différents projets. Si je peux ouvrir une école, apprendre les enfants, de donner ce que j'ai appris
Est Ivoire. Et surtout quand je suis venu ici, j'ai appris beaucoup de choses. Donc vraiment, si le gouvernement, l'État malien peut nous aider. Bon, ce que moi je veux pour le gouvernement, je veux bien que s'il peut nous aider à ouvrir un grand centre de formation pour aider les autres filles qui sont là-bas, qui ne travaillent pas surtout, pour faire les tresses professionnelles comme nous. Je compte aller aider la gendarmerie, la police, dans le domaine du transport. Parce que j'ai vu qu'il y a les remorques, ils mettent beaucoup de problèmes là-bas au Mali. Donc je suis vraiment prêt à aider la gendarmerie et puis la police dans l'avenir. Parce que j'en sais beaucoup là-dedans. C'est donc cette communauté soudée autour de l'association communautaire des Maliens de Géorgie que le ministre Silla a rencontré pour évoquer leurs préoccupations et contributions. Constructifs, leurs échanges l'auront été. Et positifs, ils l'auront également été. D'ailleurs, c'est à travers un mémorandum bien rédigé qu'ils ont eu à transmettre leurs doléances et solutions à leur ministre de tutelle. À lui de l'étudier pour leur apporter des éléments de réponse dans un proche avenir. Et nous avons surtout communiqué suite à une vérification effectuée par les services techniques. Le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, a le regret de porter à la connaissance du public concerné du constat de l'existence de fausses quittances et de faux cachets d'enregistrement des droits sur les marchés et contrats publics. Ces manœuvres frauduleuses sont de nature à priver l'État d'importantes recettes fiscales et constituent des infractions à la loi pénale et sont passibles de poursuites judiciaires. À cet effet, tous les opérateurs économiques ayant bénéficié de ces faux documents sont invités à procéder à la régularisation du paiement effectif au niveau des guichets des impôts au plus tard le 30 décembre 2015 sous peine de sanctions et de poursuites conformément à la réglementation en vigueur. Le ministre rappelle à tous que le paiement de l'impôt est un acte de civisme qui s'impose à toute personne physique ou morale assujettie. Tenue du Forum national des jeunes sur le repositionnement de la planification familiale. Plus de 130 représentants de groupements et réseaux de groupes thématiques de la société civile, de services techniques et de projets présents au travaux. Moïse Traoré. La population de notre pays reste très jeune avec plus de 46% qui ont moins de 15 ans, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2009. Si l'évolution démographique est exceptionnellement rapide, elle est confrontée à une mortalité aussi bien maternelle qu'infantile, avec 368 pour 100 000 naissances vivantes et 98 pour 1000 si l'on se réfère à l'enquête démographique et de santé EDS de 2012-2013. La majorité des femmes qui souhaitaient réellement pousser un peu en arrière leur première maternité, d'une part, et d'autre part aussi, il y a plus de femmes qui voudraient réellement espacer les naissances. Et malheureusement, celles en milieu rural n'ont pas cette opportunité, d'une part, et d'autre part, même souvent les repreneurs de décision ne sont pas bien outillés. Il s'agit d'amener les jeunes à prendre conscience vraiment de ce problème-là et de s'engager auprès des autorités à travers des actions de plaidoyer, que les autorités puissent s'engager et promouvoir le droit sexuel et la santé reproductive des jeunes. Ouvert par le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, le Forum national pour le repositionnement de la planification familiale rassemble plus de 130 jeunes. Les jeunes constituent l'avenir du pays, mais aussi un créneau formidable de dissémination des valeurs citoyennes, mais de dissémination aussi de beaucoup de pratiques, de bonnes pratiques indispensables. La déclaration de politique sectorielle de santé et de population du Mali a été présentée aux partenaires au développement en décembre 1990. C'était à Washington, aux États-Unis. Sur un tout autre plan, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique a organisé une assemblée générale à la Grande Mosquée de Bamako. Pour plus de détails, je vous propose de suivre cette déclaration lue par Moussa Ba à l'issue de la rencontre. Nous, imams du Mali, nous fondons sur le Saint-Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
pour l'analyse et l'interprétation des phénomènes sociaux, soucieux de la préservation et de la stabilité et du renforcement de la paix et de la cohésion sociale, conscient de notre rôle dans le maintien et de la consolidation de l'unité nationale, rappelant le rôle combien important qu'ont toujours joué les imams dans la préservation et la gestion des conflits dans nos sociétés. Convaincus qu'aucun développement social n'est possible sans la prise en compte des valeurs sociétales, notamment religieuses, et la participation effective des citoyens. 1. Condamnons tous les actes terroristes ou préjudiciables à la paix sociale, à l'unité nationale, posée dans notre pays depuis bientôt 4 ans, et essentiellement dans sa partie nord, par des personnes ou groupes de personnes, mais par des intérêts égoïstes ou dont les comportements n'ont rien à voir avec l'islam. 2. Réaffirmons notre détermination à émettre un avis sur toute question d'intérêt national. Disons notre attachement au respect des principes et des symboles islamiques ainsi que des leaders religieux. Réitérons notre soutien au président de la République dans la poursuite de la grande et difficile mission à lui confiée par le peuple malien. Prions de tout puissant Allah pour le retour de la paix définitive dans notre pays. Bamako, le 12 décembre, le président de l'Imama, Imam Fodje Sissé. Des propos recueillis par Ibrahim Chokari. Le système des Nations Unies est le parrain de la deuxième semaine du mois de lutte contre le VIH-Sida avec comme thème conflit et VIH. Abdul Karim Kaba, reportage. Des chaises, des machines à coudre, des matériels de sonorisation, des bâches et des mototaxis, le tout pour un montant global de 31 de francs CFA. C'est le don offert au réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le geste est de la part de la mission onusienne au Mali. Nous avons constaté qu'il y a une certaine féminisation de la pandémie du sida. Les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes. Et la vulnérabilité des femmes se manifeste à plusieurs niveaux. D'abord au niveau social. La capacité des femmes de pouvoir s'exprimer en société est plus faible que celle des hommes. Au niveau économique, la capacité des femmes à pouvoir débourser pour se protéger est faible. Ensuite, du point de vue biologique, la femme est plus exposée que l'homme à la pandémie du sida. Donc nous remercions les associations qui mettent un accent sur les personnes vivant avec le VIH de sexe féminin. Avec le retour progressif de la paix, nous nous réjouissons des efforts déployés partout pour la résilience des personnes infectées et affectées par le VIH et le sida. C'est donc avec une très grande joie que nous et toutes les organisations bénéficiaires de CAI, Kouloukoro, Ségou et Sikasso recevons ces dons que vous et l'ensemble du système des Nations Unies avez bien voulu nous apporter. Le réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida regroupe 62 associations. Cela va permettre de renforcer l'autonomisation des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida pour qu'elles puissent elles-mêmes subvenir à leurs besoins. L'association malienne des gestionnaires des ressources humaines a initié une rencontre entre ses adhérents et l'Institut national de prévoyance sociale INPS. La rencontre portait sur le régime de la sécurité sociale, difficultés et perspectives. Maramfi Konaté a suivi les travaux sur l'ortage. La santé de l'entreprise est forcément liée au bien-être des salariés. À cet effet, la sécurité sociale de l'employé est au cœur des enjeux économiques de l'heure. Et pour le gestionnaire des ressources humaines, c'est la clé des succès. En ouvrant le dialogue sur la gestion de la sécurité sociale, l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines entend être à la hauteur des défis de sa fonction. Qu'il s'agisse de la retraite du travailleur, des formalités de son inscription
immédiatement après son recrutement en tant qu'assuré social, en tant qu'allocataire, pour bénéficier de ces prestations sociales, pour bénéficier de la couverture maladie, pour bénéficier en cas d'accident du travail. Tout cela fait référence à la question de la sécurité sociale. Le régime de la sécurité sociale au Mali est géré par l'INPS. Cette rencontre offrait ainsi une opportunité à la caisse sociale d'informer mais aussi de sensibiliser les gestionnaires du personnel sur l'impérieuse nécessité d'assurer l'employé. Pour l'INPS, c'est d'abord une opportunité de faire connaître davantage notre mission, de faire connaître davantage nos préoccupations vis-à-vis des entreprises qui sont des partenaires à nous. Donc ce sont en réalité nos patrons qui nous invitent pour mieux leur expliquer exactement ce que nous faisons. Pour le patronat et les pouvoirs publics, la sécurité sociale du travailleur est un droit universellement reconnu. Aussi, le renforcement des capacités de la Caisse de sécurité sociale devra être la priorité des priorités de tout État soucieux d'un avenir radieux. La Déclaration universelle des droits de l'homme considère aussi que c'est un des rôles fondamentaux des États adhérents à la Charte de l'ONU de satisfaire le droit à la sécurité sociale. Il y a donc unanimité sur le concept, et ce, depuis très longtemps. La sécurité sociale est cruciale en matière de pouvoir d'achat et en matière sans doute de lutte contre la pauvreté. Et la sécurité sociale est aussi cruciale par rapport à la collecte de l'épargne et au financement de l'économie. L'Institut national de prévoyance sociale a fait un exposé exhaustif sur les différents régimes de protection, de cotisation et d'assurance, ainsi que leurs avantages pour les employés et leurs employeurs. Les membres du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités commerciales des filières bétail et viande de karité réunis pour la deuxième fois. Pour rappel, le projet est financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 1,5 million d'euros. Il consiste à former et à équiper les acteurs des deux filières viande, bétail et karité. Suleiman Kenza Sidibé, le compte rendu. S'inscrivant dans la logique des projets à impact rapide pour les populations, le PRCC composant D est opérationnel depuis 2014 dans les régions de Kaï, Moti, Tombouctou et le district de Bamako pour la filière viande et bétail et pour la karité à Sikasso et Koulikoro. Plus de 2000 acteurs ont été identifiés et le projet travaille avec 12 coopératives qui les regroupent. Nous sommes partenaires de 14 OP, opérationnels sur le terrain. OP, c'est les organisations paysannes, soit sur la filière karité ou sur la filière bétail-viande. Il y a en fait 6 OP sur la filière karité et 9 OP sur la filière bétail-viande. Ces organisations paysannes que nous accompagnons, nous les avons renforcées en capacité commerciale, c'est-à-dire de l'amélioration de la production en termes de qualité et normes sanitaires des produits et dans la transformation des produits en leur dotant de matériel et d'équipements qui puissent les aider à produire plus et mieux. Le PRCC vise à renforcer les capacités de production, de commercialisation et de transformation des deux filières agricoles maliennes, viande, bétail et karité, des filières dont les produits sont destinés aux marchés nationaux et sous-régionaux et pour le commerce équitable. Il doit contribuer à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des revenus des populations, dira le représentant de l'Agence française pour le développement, Mamadou Lamine Diakité, pour qui les impacts du projet doivent être visibles et mesurables pour l'après-projet. Les administrateurs du projet entendent préserver les acquis. Aussi sont-ils à la recherche de financements innovants comme le warrantage. C'est un système de caution sur des stocks. Donc là, les banques connaissent assez bien ça. C'est assez peu développé au Mali. Après, il peut y avoir aussi des modes de financement participatif, de crowdfund, pardon. Donc là, c'est du financement via Internet pour des micro-actions en général. Bon, ça peut être des grosses actions aussi, mais pour le cas des OP, ça peut être pour de l'équipement par exemple. Les responsables du projet font du plaidoyer auprès des banques et certaines institutions financières pour faire baisser le taux des crédits, au bénéfice des organisations paysannes. Nous sommes en train de travailler avec des institutions de financement que nous sommes en train de négocier afin que les organisations puissent avoir des crédits à des taux réduits, notamment de 6 à 9%,
au niveau de OICO Credit et d'autres organisations que nous sommes en partenariat, que nous sommes en train de négocier, afin qu'ils puissent avoir des crédits soutenables et vraiment d'augmenter leurs revenus. Le PRCC-CD aide à la promotion commerciale, renforce les capacités managériales des entreprises agricoles, aide à la transition de l'informel vers le formel. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Bachili, rappelle que les inscriptions à la foire de fin d'année se poursuivent jusqu'au 16 décembre 2015. D'autre part, il est demandé aux exposants ayant déjà acquis des stands de bien vouloir procéder à l'occupation des 10 espaces afin d'éviter tout retard. Rappelons que la foire de fin d'année aura lieu du 17 décembre 2015 au 2 janvier 2016 au parc des expositions de Bamako, sise sur la route de l'aéroport. Le président de la Chambre s'est compté sur la compréhension de tous. Écho de nos régions. En 5e région, justement, un nouveau projet intitulé « Temps travaillant contre les mariages précoces » vient d'être lancé par Care International au Mali et c'est Yacouba Maïga qui nous en parle. Le mariage précoce, qui est une forme de violence faite aux filles, constitue une véritable préoccupation en région de Mopti avec un taux de 38%. D'où l'initiative de ce projet pour lutter contre le phénomène avec un budget total de plus de 6 milliards de francs CFA financé par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada. Nous nous sommes rendus compte que le phénomène du mariage précoce est vraiment un phénomène extrêmement préoccupant. Pour lutter contre ces phénomènes, donc Care Mali, Care Bénin, en partenariat avec Care Canada, a conçu ce projet. Le projet Temps, entendez par là, travaillons ensemble contre les mariages précoces, est conçu pour 2 ans grâce aux efforts de Care International au Mali qui est dans un consortium avec les ONG Action Recherche pour le développement des initiatives locales, la cellule d'appui aux initiatives de développement et l'association pour la promotion de la femme Yaktou. Les interventions de Care International au Mali avec ses ONG partenaires sont guidées par les priorités des communautés et celles du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Je tiens ici à rassurer le consortium de l'appui constant de l'administration, des services techniques, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile dans l'atteinte des résultats du projet Temps. Le projet Temps couvre 8 communes des régions de Mopti et Tombouctou avec 11 165 bénéficiaires directs et 1 615 000 bénéficiaires indirects. Les acteurs de la région de Sikasso en charge du pilotage du projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation de qualité étaient en conclave. Ils ont évalué le niveau de mise en œuvre du projet et apporté des correctifs. Le compte-rendu de Moussokoro Sérémi. En organisant la présente rencontre, le comité régional d'orientation du projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation de qualité PASEC, mis en œuvre par un consortium de 4 ONG, à savoir Save the Children, Plan Mali International, World Vision et la Fondation Aga Khan, entend partager avec l'ensemble des acteurs le bilan des activités réalisées durant le 2e semestre 2015 et valider le plan d'action annuel 2016. Dans la configuration du projet, il y a eu des comités régionaux d'orientation qui ont été créés dans toutes les régions d'intervention de l'initiative. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la tenue de cette réunion du comité régional d'orientation PASEC pour la région de Sikasso. C'est un comité qui a mandat d'entendre, d'évaluer, de valider et d'approuver le bilan des activités. Cette journée a donc été mise à profit par les participants pour échanger sur les difficultés rencontrées afin de dégager des pistes de solutions et d'apporter des contributions pour améliorer la qualité de la mise en œuvre du projet. Une démarche fortement soutenue par les autorités régionales. A signalé que le projet encadre 42 135 élèves, dont 20 488 filles du premier cycle de l'enseignement fondamental âgés de 6 à 12 ans et 9 091 enfants, dont 4 661 filles de l'éducation préscolaire. Et en plus de la satisfaction des besoins de l'enfant, le projet s'occupe de la formation des formateurs par le renforcement des capacités des enseignants et des comités de gestion scolaire. 38 millions de francs CFA, c'est le coût du don des matériels scolaires et médicaux émis à la commune d'Ansongo par l'association des municipalités du Mali. Les détails, c'est avec Driss Akoni.
Le matériel scolaire est composé de 9000 livres de la 2e à la 9e, 30 cartons de cahiers, 10 cartons de bics pour un montant de 15 millions de francs CFA. Également, 2000 affiches grand format illustrant la paix et le vivre ensemble, estimées à 10 millions de francs CFA, accompagnent cette majestueuse offre offerte par le Fonds de solidarité des collectivités françaises pour les communes du Nord à l'AMM. Nous avons un rôle déterminant à jouer parce que le développement, quoi qu'on dise, est d'abord local, même si le processus est défini au niveau national. Nous espérons que ce matériel scolaire servira de façon rationnelle et contribuera à améliorer le niveau des élèves auxquels il sera remis. Si c'est l'importance d'un livre dans l'apprentissage d'un élève, cela ne peut, n'est-ce pas, que nous enlever encore une épine du pied et donner un nouvel élan, n'est-ce pas, à la bonne marche des écoles. Le secteur de la santé a reçu au cours de la même occasion des médicaments et des matériels bureautiques gratuitement offerts au CESCOM dans son goût. Ce second lot a coûté 13 millions de francs CFA, cette fois-ci à l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement AECID, un autre partenaire de taille de l'AMM. On va mettre ces médicaments à la disposition de nos techniciens. Ça va apporter un soulagement pour nos populations. Quelqu'un qui, en tout cas, appuie dans le sens de l'éducation en nous apportant des livres et en matière de santé à travers les médicaments, on ne peut que s'en réjouir. Pour le bonheur des populations, les bénéficiaires ont donné gage de faire bon usage de ces précieux acquis. Des élèves contents. Des produits pharmaceutiques saisis à Kourémali. La douane vient d'arrêter 3 trafiquants, dont une femme. Ils sont tous maliens. Les produits saisis provenaient de la Guinée voisine. Ibrahima Traouri nous donne plus de précisions. Kourémali, frontière Mali-Guinée, à 120 km de Bamako. La douane met la main sur un important stock de produits pharmaceutiques. Ce sont près de 6 millions de comprimés, plus de 60 000 ampoules injectables de Novalgien et Artemeter, 5 400 boîtes de pommades. Le tout estimé à plus de 70 millions de francs CFA. J'ai dépêché une mission sur le cordon douanier entre Kourémali et Bamako. Et j'avais donné comme consigne de prendre la position de l'intersection de Banco et Balankomana. À 3h30 du matin, une camionnette remplie de médicaments s'est présentée. Ils ont contourné le bureau de douane et reprendre la route nationale à partir de 10 ou 15 km. Et notre position était sur les 15 km, là on les a attrapés. Les trafiquants sont au nombre de 3, dont une femme, tous des Maliens. Ils utilisent cette camionnette et 2 voitures banalisées pour tromper la vigilance de la douane. Ces 2 véhicules, la camionnette a été chargée à Sigiri, donc en Guinée, destination Bamako. Là c'est une prise très très importante, du jamais vu au niveau de Kourémali. Les 2 petites voitures sont arrivées de Bamako et chargées dans la ville de Kourémali pour Bamako. Donc c'est une dame qui arrive vers 1h, 2h du matin. Les motocyclistes apportent la marchandise à côté, elle charge et elle retourne. Ce n'est pas sa première fois. Ce n'est pas une première, ce n'est pas à Kourémali, ce n'est pas le premier coup d'essai. Nous avons saisi beaucoup d'or en septembre, et de la cocaïne en octobre et du diamant. C'est la première fois d'ailleurs qu'on saisit du diamant sur cette zone. Le versant est très poreux pour eux et j'avoue qu'on est prêt à prendre toutes les dispositions pour pouvoir éradiquer le fléau. Ces produits pharmaceutiques, notamment l'injection, sont certainement destinés aux pharmacies. Ces trafiquants mettent du coup en danger la santé de milliers de personnes à travers le pays. La 4e édition du Festival international Soninké est prévue du 25 au 28 février 2016 ici à Bamako. Les initiateurs ont, au cours d'une rencontre avec la presse, décliné le programme des festivités artistiques et culturelles qui auront lieu au CICB. Fademba Keita était sur place. Après les premières et deuxième éditions à Caille, la 3e à Nouakchott en Mauritanie, les Soninké du Mali et de la diaspora décident pour la 4e fois de raviver leurs valeurs sociétales du 25 au 28 février 2016 au Centre international de conférence de Bamako. Cet espace de retrouvailles, d'échange entre les différentes générations Soninké vise à consolider les fondements qui ont toujours caractérisé cette société hiérarchisée. Fondements qui ont pour nom la solidarité,
L'entraide, l'honneur et la dignité, le respect de l'autre. La grande majorité de ces enfants, c'est à l'étranger. Et si nous n'arrivons pas à organiser un système pour qu'ils puissent connaître qui sont leurs grands-pères, qui sont leurs arrière-grands-pères, qui sont leurs pères, qu'est-ce qu'ils doivent être eux-mêmes, si nous n'aurons pas organisé cela, nous risquons d'avoir dans l'avenir la disparition de la communauté soninké. Les 4 jours de festivités mettront en exergue tout ce qui symbolise l'ethnie soninké, promet le comité de pilotage de l'édition. Le festival soninké devra véhiculer à la postérité des valeurs ancestrales dont viennent de parler mes prédécesseurs, à travers chants, danses, proverbes, poèmes, contes, conférences, exposés et expositions, des valeurs ancestrales ternies par le temps et qu'il est temps de raviver. Nous parlerons d'immigration et d'économie. Nous parlerons de réconciliation et de paix. Nous parlerons du cheval, oui, si, nous parlons du cheval. Nous parlerons de l'indigo. Il est à nous. Les généalogistes, chroniqueurs, griots et autres traditionnalistes qui constituent la mémoire de ce peuple visiteront le passé glorieux de cette société aux valeurs multiséculaires. Voilà, et le rendez-vous, c'est du 25 au 28 février 2016 au CICB. Allez, du football, le Stade malien de Bamako a remporté la Super Coupe dotée du trophée Ben Oumar Sy, saison 2015-2016, en battant les 11 créateurs de Nyarela au tir au but 4-2 à l'issue du temps réglementaire. Les deux équipes étaient à égalité 0-0. Le résumé du match, c'est avec Siragatou Sissé. Programmé, déprogrammé, puis reprogrammé, la Super Coupe Ben Oumar Sy a finalement eu lieu entre le Stade malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela. Comme on pouvait s'y attendre, la Fédération malienne de football a pris toutes les dispositions sécuritaires pour ce premier rendez-vous de la saison 2015-2016. Au-delà des retrouvailles entre le Stade malien de Bamako, champion en titre et vainqueur de la Coupe nationale, et les 11 créateurs de Nyarela, finalistes de la Coupe du Mali, ce face-à-face a laissé les supporters nostalgiques sur leurs flancs. Par 2 fois, Chekna Samake, 23e, et Yacouba Diarra, 28e minute, rate de surprendre le portier stadiste Cheikh Abdul Kadir Sy. Mi-temps 0-0. Tout le monde pensait que les consignes données dans les vestiaires par Kamel Diabour du stade et son homologue Demba Traoré des 11 créateurs allaient changer le cours du match. 48e minute, Hamidou Sinayogo, l'attaquant des 11 créateurs, après un passage au Gabon, évite la sortie du gardien, mais le retour in extremis du défenseur Moussa Koulibaly sauve les meubles. Le Stade malien a vu le poteau bouger sur la frappe de Chi Amadou Samake à la 54e minute. Les pensionnaires de Nyarela ont cru jusqu'au bout aux 66e et 74e minutes, respectivement par Hamidou Sinayogo et Yacouba Diarra. Le Stade malien Tenaye est réduit à 10 suite à l'exclusion de Chi Amadou Samake à la 76e minute, coupable d'un vilain geste. Score final 0-0. C'est au tir au but que le Stade malien de Bamako l'emporte 4-2 et se succède à lui-même au palmarès. Les Blancs décrochent ainsi leur 14e trophée de Supercoupe en 24 éditions et leur 12e depuis la création du trophée Ben Oumar Sy en 1993. Tous les regards sont désormais tournés vers la FEMAFOOT pour le démarrage officiel du championnat national de Ligue 1 saison 2015-2016. Direction l'hôpital régional Sominé Dolo, une structure conçue pour les patients des localités de Gao, Tombouctou et Kidal. Son plateau technique est fourni des services comme la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie et autres, de quoi soulager les populations des régions du Nord. Notre équipe de l'ERTM Tombouctou, dirigée par Adama Djimbe, est allée voir dans la Venise malienne son reportage. L'hôpital régional de Mopti est une structure ultra moderne.
l'établissement dispose d'un plateau technique de qualité, au point où la prise en charge des patients est faite de façon instantanée. Quand un malade vient en urgence, par exemple, au niveau du service des urgences, la radiologie est à peu près 10 mètres. Le laboratoire est autant distant. Le bloc opératoire est juste à côté du service des urgences. Le service de réanimation aussi est à 10 mètres. Cela veut dire que si le besoin est là, le malade passe à la radio rapidement. Nous avons les résultats au bout de 15 minutes. Il va également au laboratoire au bout de 15 minutes, nous pouvons également avoir les résultats. En fin de compte, son examen clinique jusqu'à l'arrivée du bilan paramédical, il faut compter juste une trentaine de minutes, 40 minutes, on peut déjà poser un bon diagnostic par rapport à ce malade-là. Cette unité hospitalière est conçue pour recevoir les malades du Nord. Ils sont nombreux, les patients, à l'image de M. Ould de Tombouctou, qui ont eu satisfaction à leur arrivée. J'ai amené mon vieux là ici pour le soigner, quoi. Parce qu'on est arrivé à un grand hôpital là-bas. Bon, il nous a envoyé ici. Il nous a dit que si vous devez aller, vous n'avez qu'à aller à Seware ou bien Bamako. Bon, on est arrivé ici. Depuis qu'on est arrivé, nous avons vu les vieux. Ça va plus qu'à Tombouctou. Le chirurgien reçoit plusieurs patients de Tombouctou qui viennent pour divers motifs. Dans notre structure, nous recevons énormément de malades venant de la région de Tombouctou. Mais en plus grande partie, le grand nombre repose surtout sur les fractures, les accidentés de la circulation, les accidentés de guerre, les accidentés qui sautent sur les mines perdues ou autres. Nous en recevons très régulièrement les fractures fermées ou ouvertes, dont le plus souvent les premiers soins sont réalisés à Tombouctou et le reste du traitement sur place ici. En plus de ça, nous avons les autres pathologies chirurgicales, telles que le cancer de l'estomac, sur les fissures vésico-vaginales et la pathologie urologique dominée surtout par les adénomes de la prostate. Lorsqu'un patient est envoyé pour un problème chirurgical, forcément, les chirurgiens vont demander des examens de laboratoire ici à notre niveau qui ne sont pas disponibles à Tombouctou. Donc l'idée même de ces laboratoires, c'est de pouvoir réaliser plein d'examens et éviter de telle sorte que les patients se déplacent jusqu'à Bamako. L'un des cas les plus urgents en matière d'évacuation sanitaire est lié aux enfants et aux nouveau-nés. Nous recevons des patients de Tombouctou. Je me rappelle très bien de l'année dernière où cette dame qui a cheminé jusqu'à Korianzé par pirogue et les gens de Korianzé ont appelé l'ambulance. Elle venait de Niafunké. Elle a accouché dans la pirogue, le bébé est arrivé en très grande difficulté ici. Et en plus de cela, via l'ONG MSF, nous recevons énormément d'enfants. Si j'ai dit énormément d'enfants, c'est essentiellement des cas de malnutris. Sur le plan obstétrical, je pense quand même qu'à ce niveau, c'est pas la peine d'aller à Bamako. Parce que nous avons toute la gamme par rapport à la surveillance de la grossesse, l'accouchement, et même le postpartum. Bien que disposant de plusieurs spécialistes, l'hôpital a besoin d'un renforcement de capacité en termes de personnel. De la chirurgie en passant par la cardiologie, la gynécologie ou encore la pédiatrie, l'hôpital Somini Dolo offre pratiquement tous les services. De quoi soulager les populations des régions de Gao, Kidal et de Tombouctou. Voilà, un reportage réalisé par Adama Djimde. C'est tout pour ce journal. Bien merci à nos téléspectateurs de Libreville. C'est au Gabon, demain 10h-13h. Mohamed Ould Mamouni, que vous allez d'ailleurs retrouver tout à l'heure dans le JT de formation. Moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente nuit. Bonsoir à tous.